Bonsoir à toutes et à tous. On va laisser les derniers arrivants s'installer. On a du monde en ligne aussi. Je vais me présenter, Jean-Philippe Bertocchio. Je suis médecin, chercheur et je suis aussi le CEO de Skesi. Je suis accompagné aujourd'hui de Aline, que je vais laisser se présenter. Bonsoir, donc Aline Thomas, je suis épidémiologiste chez Skesi. Voilà. Et donc pour ce soir, on va vous proposer, c'est nos 6e rencontres de Skesi, on va vous proposer un format un peu différent de ce qu'on a fait les fois d'avant. Puisque en préparant la thématique de ce soir, si vous êtes venus, c'est parce que la thématique vous a intéressé. Et déjà, je vous remercie d'avoir bravé les difficultés des transports en commun qu'on a ce soir. Mais sur la thématique des inégalités au sein de la recherche. Et en préparant cette soirée, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de trou dans la raquette. Il y avait un manque de systématiser, de bien comprendre quels étaient ce qui pouvait manquer de ce point de vue-là. Donc, on va essayer d'avoir une soirée. Alors, quand je dis une soirée, ça ne va pas durer non plus 3 heures, mais dans une bonne heure qu'on va passer là ce soir, d'essayer de travailler ensemble, justement, sur ce qu'on entend, sur ces concepts des inégalités, de la recherche. Et en fait, on va essayer de le différencier en 4 grands temps. Le premier temps, ça va être sur, en gros, le cadre. Qu'est-ce qu'on entend par tout ça? Et d'avoir des définitions, essayer d'avoir des définitions communes, parce qu'on va voir, c'est peut-être pas si simple. Le deuxième, c'est de se mettre dans la perspective de la recherche, les gens qui sont dans la recherche. Quelles sont les inégalités qu'on peut rencontrer? Quels enjeux ça a derrière? La deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'il faut se poser ces questions-là? Faut-il ou faut-il pas? Et on va voir qu'il y a des contre-exemples qui existent aussi. Et à la fin, et là je pense que ça serait pas mal qu'on finisse par avoir tous ensemble des recommandations qu'on pourrait essayer de faire, quels pourraient être les leviers pour lutter contre les inégalités dans la recherche. Si vous êtes d'accord avec ça, je vais vous mettre à contribution cette soirée. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à intervenir. Il faut que ça soit interactif, parce que la première inégalité qu'on a ce soir, c'est probablement le fait qu'il y en a qui regardent d'un côté et d'autres qui regardent de l'autre. Il n'y en a que deux, nous, hein, vous regardez dans ce sens-là. Donc essayons de travailler à lutter contre cette organisation de ce soir qui est volontairement inégalitaire. Mais peut-être qu'on va attaquer par définir ce que sont des inégalités. On est quand même en France, dans le pays de Bourdieu, dans un grand pays de sociologie, un grand pays de lutte sociale et de questions sur ce que c'est que la définition des populations et donc du coup des déterminants sociaux. On en parle beaucoup pour la santé. Mais est-ce qu'il existe en fait des inégalités? De quoi on parle quand on parle d'inégalités et notamment dans la recherche? Aline, tu peux peut-être nous éclairer sur ce plan-là? Oui, déjà, on va définir ce que sont les inégalités sociales. Il n'y a pas de définition qui font consensus, mais globalement, ce sont les différences qui apparaissent dans l'accès aux ressources entre différents individus ou groupes d'individus sociaux, et qui se traduisent donc par des différences inégales et hiérarchiques dans ces ressources, qu'elles soient structurelles, culturelles, politiques, etc. Et ces inégalités, elles sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dues au hasard, elles sont construites socialement selon le contexte social. Elles sont aussi cumulatives, donc c'est-à-dire qu'elles s'engendrent et s'injectent les unes des autres. Elles sont transmissibles, c'est-à-dire que généralement, d'une génération à l'autre, ces inégalités sociales, elles se transmettent. Et elles sont également, donc elles sont construites socialement, donc elles ne sont pas dues au hasard, comme je disais, et c'est ce qui fait que aussi elles sont modifiables et on peut agir là-dessus par différentes actions politiques, etc.
Si je résume, l'inégalité, c'est pas tant une caractéristique intrinsèque que l'interaction de cette caractéristique avec l'organisation de la société. Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut modifier, parce que la première inégalité peut-être à laquelle on pense, on avait les précédentes rencontres de Skézy, on les a faites autour des femmes, notamment dans la recherche, et donc l'inégalité liée au genre, et qui fait que il y a des inégalités dans l'accès aux soins, à la recherche ou autre. On ne peut pas changer le genre d'un individu, en tout cas on ne peut pas le forcer, mais en revanche on peut changer l'organisation de la société pour limiter ça. Tout à fait. Tout à fait. Oui, comment on inclut ce qu'on va voir dans les inégalités en recherche, mais comment on inclut les gens pour avoir des représentations égales dans les travaux de recherche. Donc ça amène à la définition de qu'est-ce que sont les inégalités en recherche. Et donc ce sont tous les processus qui mènent à une production des connaissances scientifiques qui sont inégales selon les individus et pas représentatives de toutes les populations, et qui à terme amènent également à une différenciation dans l'application des connaissances et comment les connaissances elles reviennent aux individus et comment ils s'en saisissent. Donc typiquement, ce qui différencie, si je résume et si je comprends bien ce que tu nous expliques, c'est que la partie, les inégalités sociales, elles existent dans la société de façon structurelle. Il y a les inégalités sociales qu'on va voir en santé, qu'on connaît, qu'on étudie, qui est par exemple l'inégalité d'accès aux soins parce que X ou Y raison. Mais en recherche, en fait, il y a des biais qui sont induits dans la recherche, qui vont faire que la recherche, le produit de la recherche, c'est de la connaissance. Et cette connaissance, quand elle va être appliquée, elle va entraîner une augmentation de ces inégalités, puisqu'à la fin, on va se fonder sur des données qui ont été biaisées initialement. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ces inégalités sociales de recherche dont la production scientifique, elles viennent à différents niveaux. Elles peuvent être à la fois dans la représentation des participants aux études, comment les participants ils ont accès aux études, est-ce qu'ils sont inclus dans les études. Il y a également des biais au niveau de la recherche elle-même, comment elle est financée. Est-ce que les financements ils sont différents selon les sujets abordés en santé? Il y a des sujets très très populaires comme le cancer, l'Alzheimer qui ont beaucoup de financement, et il y a d'autres sujets qui sont beaucoup moins financés. Et enfin, il y a également des biais au niveau des chercheurs eux-mêmes qui sont généralement issus de milieux sociaux favorisés et du coup qui répliquent un peu ces schémas dans comment ils formulent leurs questions, comment ils approchent les populations, etc. Justement, si on en vient à faire une espèce de listing des inégalités, des déterminants qui amènent à des inégalités à prendre en compte au sein de la recherche, on peut imaginer qu'il va y avoir quoi? Les déterminants classiques, il va y avoir quoi? Le genre, l'origine ethnique, sociale. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Social, qu'est-ce que vous mettriez dedans? La catégorie socio-professionnelle qu'on aime beaucoup en France? Oui, les chercheurs au CNRS émérites, et j'ai été au comité national, ce qu'on appelle les comités de sélection, certains doivent connaître ici, du CNRS. Alors d'une part, je crois qu'il y avait le problème, il y a de l'orientation scolaire déjà. Je crois que c'est déjà une inégalité très importante parce que souvent les enseignants, et ça j'en ai fait l'expérience, je suis spécialiste des migrations internationales, disent que souvent ceux qui sont de milieux modestes ont été orientés dans les collèges surtout, et après éventuellement par leurs profs, vers des études plutôt courtes. Et souvent, ceux qui ont réussi déjà à aller beaucoup plus loin, et notamment faire des métiers de la recherche, c'est parce que leurs parents, souvent, ont réagi aux orientations qui étaient proposées et qui étaient de reproduire les catégories sociales des parents. Et donc là, il y a un conservatisme, y compris de la part de gens de très bonne volonté, dans les établissements scolaires qui n'orientent que très rarement vers des études longues qui pourraient mener à la recherche. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que moi, je suis dans une discipline qui est la science politique. Ce que j'ai remarqué dans la commission du CNRS où j'ai longtemps siégé, c'est que d'abord, il y a des hommes et des femmes, certes, plus ou moins à égalité de nombre. Les femmes, elles ne sont pas nécessairement chercheuses. Hein. Rarement directeurs de recherche, elles sont ingénieurs, etc. Et donc, elles ont moins de poids
pour d'ailleurs le mois de vote, parce qu'elles ne sont pas toutes chercheurs statutaires. Donc ça, il y a un biais qui existe encore de ce point de vue-là. Et d'autre part, les hommes ont tendance à adorer en sciences humaines, puisque vous avez parlé de la médecine, en sciences humaines, ils adorent la théorie. Et les femmes, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles adorent faire du terrain. Elles adorent faire du collectif. Et le collectif et le terrain est souvent moins valorisé que la théorisation de la part de gens qui ont fait assez peu de terrain, mais qui construisent des modèles, même si la réalité parfois est un peu biaisée, parce que en fait ça ne correspond pas nécessairement au modèle, mais le plus important c'est que le modèle tourne, si j'ose dire, je caricature, mais c'est un peu comme ça que j'ai pu l'observer dans ma discipline, et ça désavantage les femmes. Ne parlons pas des femmes, moi j'ai 5 enfants, mais des femmes qui ont des enfants, c'est parfois difficile. Donc il y a un biais de la société. Alors, la reproduction... Le fonctionnement des mécanismes de sélection du métier de chercheur, au moins en sciences humaines, dans ce que j'ai pu observer. 1964, Pierre Bourdieu, Les Héritiers, je pense qu'on n'est toujours pas sorti en fait de ce système-là, et même en France, hein, où on pourrait être un pays qui a essayé de lutter contre ces inégalités, on continue 60 ans plus tard à reproduire exactement, les élites se reproduisent entre elles, et les familles, comme disait Lynn, hein, qui ont un niveau socio-économique élevé. Donc, si on reprend le genre, le niveau socio-économique, donc le niveau d'éducation qui est associé quand même aussi au niveau socio-économique, il y a la ruralité aussi, hein, la position entre le fait d'être en ville ou d'être en ruralité. Oui. La recherche se numérise de plus en plus et donc évidemment une inégalité liée à l'accès au numérique. La littératie numérique, donc ça c'est l'électronisme. Alors, il y a des grands travaux, hein, qui sont faits en France. On a sur l'accès aux outils numériques, hein, où on a toujours 10-12% de la population qui n'a pas accès à des outils numériques. Donc, certes, mais en même temps, ça peut être aussi enfin, on en parlera probablement dans les leviers, mais il y a aussi la question de comment on arrive à lever en fait des inégalités, notamment d'accès à la recherche, si tout est concentré dans les villes. Tout à fait, oui. Oui, il y a beaucoup de recherches concentrées au niveau, si on parle en santé, au niveau des CHU, des grands centres universitaires qui sont en ville et du coup qui ne se déplacent pas forcément dans les campagnes pour aller à l'approche des participants potentiels qui ne sont pas valorisés. Mais si on prend la littératie numérique, il y a aussi la littératie tout court, qui est beaucoup corrélée au niveau d'éducation, mais la capacité à comprendre soi-même ce qui nous arrive, à être capable de le verbaliser. Alors je pense que ce soir, on est probablement une représentation très biaisée de la population, hein, parce que des gens qui sont capables de venir à Will.am parler d'inégalité dans la recherche, c'est que vous avez déjà été au courant, vous êtes capable de venir, de vous libérer, de faire le sujet, d'avoir compris que c'est ça le sujet. Donc on n'est pas tous ici représentatifs de la population générale, mais on a un niveau de littératie qui est probablement plus élevé que la population générale. Donc c'est des choses qu'il faut aussi avoir. Est-ce que vous voyez d'autres facteurs structurels d'inégalité qui pourraient arriver dans la recherche, dans vos pratiques, dans vos... Si je résume, hein, le genre, l'âge, le niveau socio-économique, l'origine ethnique. Avec la langue aussi, la barrière linguistique. Parce que généralement, en France, toutes les études sont faites en français, mais tout le monde ne maîtrise pas forcément bien le français, que ce soit l'anglais également. Oui. À l'écrit ou à l'oral, selon le mode d'administration des questionnaires dans les études. Donc, c'est aussi un frein. Et donc, si on décline après, n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui viennent, l'idée c'est, nous on prend des notes aussi, et l'idée c'est d'essayer de proposer un cadre de lecture de ces inégalités, de voir comment on peut les adresser. Si on reprend ce cadre et qu'on essaie après derrière de l'appliquer, de dire globalement la recherche elle se structure entre d'un côté des chercheurs et de l'autre côté des participants à la recherche, là je pense que vous avez tous essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait limiter les participants à la recherche. Donc évidemment, il y a toujours ces situations qui font qu'il y a des individus qui ne vont pas participer à la recherche. Si on va un tout petit peu plus loin, on parlait de l'âge. Le très grand âge, en général, les gens sont exclus de la recherche parce qu'ils sont en général trop âgés. Les enfants très jeunes, en fait, c'est très difficile, c'est plus compliqué de les faire participer. Mais même en âge adulte, les femmes enceintes, très régulièrement exclues des populations de recherche parce que, évidemment, ça évolue trop rapidement pour qu'on prenne tout en considération.
Et puis après, il y a les handicaps aussi. On n'a pas évoqué cette notion-là, le handicap qui soit physique, visible ou invisible. Les personnes qui sont en situation de handicap, ça va rendre l'accès à la recherche plus compliqué parce que soit c'est un handicap visuel, c'est un handicap intellectuel, c'est un handicap physique pour se rendre là où il faut aller faire la recherche ou pas. Ça crée des difficultés dans lesquelles les protocoles de recherche ou la recherche en elle-même n'est pas prévue pour accueillir ces personnes-là. On voit autre chose. Vous voyez d'autres... C'est là qu'on va peut-être en parler après, mais c'est justement pour ça qu'on entend de plus en plus parler de la recherche décentralisée. C'est le grand terme à la mode. En ce moment, c'est peut-être l'actu va en venir, mais voilà, la recherche qui se déplace vers le patient plutôt que le patient qui se déplace vers la recherche. Et voilà, des gros efforts sont faits. On va peut-être en parler. On va essayer de voir dans les leviers. Moi, je propose de garder cette idée parce qu'après, dans les leviers, comment on peut essayer de trouver des moyens, justement, une fois qu'on fait le constat de toutes ces embûches qu'on peut avoir de la part des participants, comment on fait pour essayer de lever toutes ces embûches et est-ce qu'on a des pistes, est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir avancer? Et donc, si vous ne voyez pas d'autres... Oui. On y vient. Surtout sur les participants. Et du coup, il y a deux niveaux aussi d'inégalité sociale a priori. Il y a des caractérisations des chercheurs qui ont un profil très particulier et qui du coup vont avoir une manière de voir des biais cognitifs et des biais d'analyse par rapport aux participants. Mais du coup, peut-être il y a les deux niveaux aussi d'inégalité. Alors, on peut peut-être aborder ça, parce que ça fait une belle transition avec le fait qu'il y a aussi des biais d'accès à la recherche du côté des chercheurs. Et je vous propose qu'on réfléchisse ensemble un peu sur la partie les chercheurs, donc les personnes qui produisent de la connaissance, qui produisent de la recherche, quelles sont les inégalités qu'il peut y avoir chez ces personnes-là, et après l'adéquation qu'il peut y avoir entre les deux. Parce que je pense que la notion d'adéquation, quand on a préparé notamment cette soirée, une des grandes questions, c'était est-ce qu'il n'y a pas un hiatus aussi entre chercheurs et objets de recherche, et que lorsqu'il y a une trop grande distance entre les deux, on se retrouve avec plus de biais. Et que peut-être en limitant la distance entre les chercheurs et les sujets de recherche, on peut diminuer un peu ces biais. Mais focalisons-nous sur la partie recherche. Donc Madame a abordé, et on avait déjà abordé le sujet aux dernières rencontres de Skesi, sur le fait que les femmes étaient sous-représentées. Exactement. Mais ça, on l'observe en fait dans quasiment tous les stades des populations. Oui. Ce que j'ajouterais, c'est la localisation géographique. Si vous êtes dans un grand labo d'une grande institution qui fait de l'enseignement et de la recherche, vous avez quand même plus de chances d'avoir un peu d'audience, mais aussi de capacité de faire de la bonne recherche, que si vous êtes isolé dans un endroit en termes géographiques, au sein même de notre territoire, et que vous êtes un laboratoire qui ne fait pas du tout d'enseignement, donc ça vous donne beaucoup moins de surface pour diffuser votre recherche, pour échanger aussi avec des collègues. Il y a des endroits qui sont... il y a je dirais pas des déserts, il n'y a pas de déserts comme les déserts médicaux, mais il y a quand même des endroits où il y a peu d'universités, où il y a une population qui, parmi les participants, qui ne fera pas des études longues, donc qui ne dépassera pas à peine le niveau du master, où il y a très peu de doctorats, par exemple. Donc, pour le chercheur, ça peut être éventuellement un handicap, la dimension géographique. Alors oui, la disparité qu'il peut y avoir géographique sur les ressources qu'il peut y avoir, et donc en fait il y a moins de ressources, et donc du coup on va sélectionner des stéréotypes de chercheurs peut-être plus sûrs, puisque quitte à avoir moins de ressources, autant avoir ce qu'on considère comme étant plus sûr. Mais en recherche, il peut y avoir aussi des effets inverses. Moi j'ai travaillé aux États-Unis pendant un temps. J'ai participé à des comités de sélection aussi, et dans les comités de sélection, on recevait des projets de recherche et on devait sélectionner ces projets de recherche. Et ce que font les Américains, très différemment de ce qu'on fait nous en Europe, en tout cas en France,
c'est qu'ils mettent des critères sur l'appartenance à des minorités. Et vous devez déclarer la minorité à laquelle là où les minorités auxquelles vous appartenez lorsque vous déposez un projet de recherche. Et donc on sélectionnait sur le fond scientifique déjà au minimum, mais après pour attribuer des points, c'est une femme, elle avait un point supplémentaire, elle appartient à une minorité ethnique, on rajoute des points supplémentaires, il y a un handicap déclaré, on rajoute un point supplémentaire, etc., etc., etc. Et en fait on se retrouve à avoir à un moment donné un système qui va fonctionner non plus purement sur les projets de fond en disant on lève on regarde pas en fait, on regarde uniquement le sujet de fond, mais on se retrouve avec des déterminants qu'on va de façon très volontariste essayer de faire une sorte de discrimination positive. Ça c'est des sujets qui en France sont encore difficiles à aborder. Je ne sais pas si vous avez... Il y a eu quand même un arrêt de la Cour suprême qui a eu lieu il y a quelques années que mon collègue Denis Lacorne, qui est spécialiste des États-Unis à Sciences Po, avait soulevé. C'est qu'il y a eu quand même, qui a invalidé un mode de sélection qui était fondé sur une appartenance ethnique par rapport à quelqu'un qui n'en avait pas, si j'ose dire, en disant finalement, mais la personne qui fait sa démarche vis-à-vis des tribunaux, ça a été jusqu'à la Cour suprême, a montré que c'était un meilleur candidat que l'autre, etc. Il a gagné. Donc aujourd'hui, il y a une remise en cause aussi de ces formes de discrimination positive dans certaines universités américaines. Il faut prendre ça aussi en compte. Et puis il y a un côté un peu biaisé. Enfin, je ne veux pas donner un exemple personnel, mais j'ai un beau-frère qui est américano-argentin. Quand il a candidaté à un poste important de recherche, il a fait valoir qu'il était d'origine latino. Sauf que lui, il est d'origine plutôt de classe supérieure, si j'ose dire, argentine. Mais ça a été pris en compte, il était latino. Vous voyez, donc il y a des tas de biais qui n'a rien à voir avec les sans-papiers mexicains. Donc ça peut être biaisé. On rentre purement dans l'essentialisation des minorités et de dire, en fait, on réduit les individus à une caractéristique de minorité. C'est probablement un travers de la société américaine. Est-ce que la France va utiliser aussi... Alors, vous savez que nous, en France, on fait très peu de statistiques, notamment ethniques. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une bonne question parce que du coup, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas savoir si on est plus ou moins inégalitaire sur ces sujets-là. Ça fait partie et notamment dans la recherche. Alors, il y a des institutions qui travaillent, mais on n'a pas fini sur la partie sur les déterminants sur les chercheurs, mais typiquement, prenez l'INSERM. L'INSERM a un énorme travail sur l'inclusion des femmes dans la recherche et sur essayer de diminuer les biais dans les recrutements. Et il y a tout un tas de travaux qui font sur la formation des équipes à comment on va accueillir des personnels en situation de handicap, des personnels qui font partie de minorités, etc. Donc il y a du travail dans certaines institutions de recherche. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres, probablement au CNRS aussi, puisque quand même le CNRS travaille beaucoup sur la partie sciences humaines. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir comme autre déterminant dans les... Tu évoquais sur les financements. Je pense que c'est un sujet qui est assez prégnant, qui touche à la fois les chercheurs et le sujet de recherche en lui-même. Oui, les sujets de recherche en eux-mêmes qui sont financés selon les tendances. Un exemple récent qu'on voit, c'est sur l'endométriose qui n'était pas du tout financé il y a quelques années et qui est un sujet très important dont on n'avait pas la connaissance il y a quelques années parce que ça n'avait pas été étudié, notamment parce qu'il y avait aussi moins de femmes chercheurs et du coup moins d'intérêt pour ce sujet. Et dès qu'il est mis sur le plan en avant médiatiquement, il y a beaucoup de financements qui vont dans ces recherches-là, donc c'est ce qui est très bien et qui doit être fait. Mais il y a d'autres sujets identiques, sûrement, dont on n'a jamais entendu parler et qui devraient être plus mis en avant également. Et oui, le financement n'est pas toujours égalitaire entre les différents problèmes de santé. Bon, on se souvient de la bataille entre le SIDAction et la FM Téléthon, où il y avait une différence de, je sais plus, 1% ou 1 pour 1000 entre les fonds qui étaient levés et en fait le retentissement. Donc ça, le mode de financement de la recherche, c'est un mode qui est structurel de la société, qui va faire qu'il va y avoir des thématiques et qu'il y a certaines équipes qui vont s'orienter sur telle ou telle
thématiques. Enfin, on l'a vu récemment, hein, l'année 2020-2021, tous ceux qui ne travaillaient pas sur la Covid-19, ils n'avaient pas de financement. Hein, donc il a fallu que les équipes travaillent sur le sujet. Mais si on prend des trucs peut-être plus de fond, qui sont associés aussi, à mon avis, à des grosses inégalités dans les thématiques, si on prend la recherche sur le palu, par exemple, qui est une des maladies qui tue le plus au monde, très très peu de recherches qui ont été faites sur le sujet. Et on arrive maintenant, des décennies plus tard, à avoir maintenant des recherches qui commencent à se faire, mais on a proportionnellement au poids que ça a en termes de santé, on a très peu de recherches qui ont été faites sur le sujet. Là, j'interviens aussi, mais c'est peut-être moins la recherche, mais moi, je ne suis pas du tout dans les sciences de la biologie et de la médecine, mais c'est plutôt la mise en œuvre pour le palu, non ? C'est le problème de la recherche et son application. Là, c'est un autre sujet, mais qui est aussi un problème d'inégalité. Alors, je ne saurais pas dire ça, si c'est spécifiquement sur son application, de l'application de la recherche, vous voulez dire, non, ou les oui, résultats ? C'est-à-dire, en fait, le palu, on connaît un certain nombre de causes identifiées, localisées, ouais. mais la lutte concrète, c'est-à-dire les résultats de cette recherche sur des terrains différents, vu de l'extérieur, est très inégalitaire, selon les régions du monde. Je pense que c'est très interrelié un peu avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que là, il y a une inégalité dans cette recherche, mais qui est aussi une inégalité dans la santé en elle-même. C'est-à-dire que ça va toucher une population qui est particulièrement défavorisée, pour laquelle il y a très peu d'investissements financiers qui sont faits pour le soin. Et comme il y en a très peu pour le soin, il y en a aussi très peu pour la recherche. Et c'est vrai que ce que tu disais, hein, en cancérologie dans les pays de l'OCDE, vous avez beaucoup d'investissements dans le soin et beaucoup d'investissements du coup dans la recherche. Peut-être qu'il y a un ruissellement pour une fois. Oui, là oui, la dimension des problèmes de santé, et ça s'entretient entre la recherche, l'application, etc. C'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux et c'est indissociable l'un de l'autre actuellement. Oui. Une question sur la recherche justement, parce que la conclusion de ça voudrait dire que les priorités sont données à des structures sociales qui reflètent des stéréotypes qui sont mainstream, on va dire, donc l'homme blanc occidental. Et est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on est toujours dans la capacité à financer des recherches qui concernent essentiellement l'homme blanc occidental ? Est-ce qu'on est encore là, ou est-ce qu'on a évolué ? Tu veux prendre cette question ? Je ne sais pas trop. Non, il y a toujours une inégalité dans la partie. Alors, il n'y a pas beaucoup de données chiffrées sur le sujet. Alors, si on parle des participants, il y a toujours une inégalité dans la participation à la recherche clinique, notamment sur le genre. Cette donnée-là, on peut la voir relativement facilement. On sait que les femmes vont participer beaucoup moins que les hommes dans la plupart des études, pour plein de raisons. Études cliniques. Les études cliniques. Parce que la première raison, il peut y avoir sur l'organisation qui peut être lourde. La deuxième, c'est qu'on élimine toutes les femmes qui, en général, n'ont pas une contraception, etc., parce qu'il y a un risque si jamais elles sont enceintes pendant l'étude, etc. Donc il y a plein d'inégalités qu'on rajoute. Voilà, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Du coup, elles participent beaucoup moins à la recherche clinique interventionnelle. En revanche, il y a un biais inverse. Les recherches observationnelles, épidémiologiques. Tout à fait. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur toutes les études sur lesquelles j'ai travaillé. Il y avait une majorité de femmes. Dans SCETIS, donc la cohorte qu'on a chez SCETIS qui est un observatoire de la qualité de vie, par exemple, on a 71% de femmes. Et toutes les études sur lesquelles j'ai travaillé, donc c'est des grosses cohortes à la fois en France et aux États-Unis, principalement sur les personnes âgées, mais on avait entre 60 et 70% de femmes dans les études observationnelles. Et donc sur la capacité à aller chercher des financements, si on parle de ça, effectivement, mais ce que disait Madame, et à mon avis est complètement vrai aussi, c'est qu'on voit que les chercheurs hommes et les chercheurs femmes n'ont pas la même distribution, même dans des pays comme la France, où on essaye de soi-disant lutter contre ça, et donc on a tendance à toujours prêter
qu'aux plus riches. Et donc, si les hommes ont été plus avancés dans la carrière, ont eu des plus gros laboratoires, ont dirigé des plus gros laboratoires, ils sont capables d'aller chercher plus de fonds et ils vont aller s'intéresser à des sujets qui vont les intéresser plutôt eux. Et c'est vrai que... moi, j'aime beaucoup le côté travailler sur le côté genre, mais du coup, ça laisse aussi plein d'autres inégalités. Ce qu'on a abordé aussi au début, c'est que les chercheurs, par définition, c'est des gens qui ont fait des études. Et c'est ce qu'a dit Madame tout à fait de façon vraie. On fait d'autant plus d'études qu'on vient d'un niveau socio-économique élevé. Et donc, si on réapplique exactement le même hiatus qu'on a entre les hommes et les hommes qui font de la recherche et qui étudient beaucoup moins ce qui arrive aux femmes, eh bien, on se retrouve dans un corps d'élite de chercheurs qui va travailler beaucoup plus facilement sur des maladies ou sur des situations qui concernent des gens avec un niveau socio-économique plus élevé. Et donc, on se retrouve à avoir moins d'inclusion, moins de sujets d'études sur les niveaux socio-économiques plus défavorisés. Et ça, c'est des gros problèmes. Et donc, comment on arrive à contrebalancer ces sujets-là? Et là, peut-être que si on retravaille sur l'adéquation entre les chercheurs et les sujets de recherche, comment on arrive à avoir plus de rapprochement entre le sujet de recherche et les chercheurs, et comment on arrive à inclure beaucoup plus des gens issus des minorités, des chercheurs issus des minorités, et faire monter des chercheurs issus des minorités. Donc ça peut être des femmes, ça peut être des gens qui viennent de milieux socio-économiques plus défavorisés, des gens en situation de handicap, etc. Et donc en fait arriver à avoir bien en tête toutes ces situations-là qui sont à risque de recréer des biais et d'essayer de les limiter. Oui. On est là pour ça. On est là pour échanger. Et typiquement, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que du coup, des gens qui occupent des positions, on va dire mainstream, dans le champ social, vont s'intéresser à des sujets qui, eux, ne sont pas forcément les sujets classiques. Parce qu'ils sont conscients de cette nécessité d'ouverture. Et du coup, il va y avoir aussi cette manière un peu étrange d'analyser les choses. Typiquement, moi je viens de l'Université Paris-Dauphine. On est en train de développer une chaire et il y a des professeurs qui sont extrêmement éminents qui vont travailler sur la ruralité. On est en plein centre de Paris et on va travailler sur la ruralité. Donc c'est en soi extrêmement bien, mais la perception de ça de la part des participants ruraux peut poser question aussi. Oui. La légitimité. Il y a la notion d'appropriation culturelle qu'on voit un peu partout. Est-ce qu'il y a la notion d'appropriation de recherche qui peut se décliner aussi sur ces sujets-là? Et tout à fait. Pour inclure les participants dans les études, il faut aussi que les chercheurs et les personnes qui les interrogent les représentent et soient proches d'eux culturellement, socialement, etc. Oui, j'avais cet exemple. Quand je travaillais aux États-Unis, je travaillais dans le nord de Manhattan et je travaillais sur une étude qui s'appelle la YCAP et qui s'intéresse particulièrement aux populations âgées afro-américaines et latines. Et ils font en sorte, dans leur personnel, que les gens qui vont interroger les participants, les personnels qui vont interroger les participants parlent espagnol parce que ils vont interroger des gens en espagnol qui soient latinos pour qu'ils puissent se représenter entre eux et qu'ils soient plus proches de la communauté qu'on cherche à inclure dans l'étude. Et ça, il y a pas mal d'études qui montrent que les personnes qui proposent la participation aux études, plus on est proche culturellement, alors c'est assez vague, mais culturellement, plus c'est facile de faire participer, enfin d'obtenir l'accord des personnes pour participer à tout ça. Je vous propose qu'on aille sur tout ça, parce qu'on fait un constat, on dit bon, il y a ça qui existe, comment ça marche, etc. Moi, et je pense qu'on est nombreux chercheurs ici, la question c'est pourquoi on ferait ça? Parce qu'après tout, on pourrait avoir, on a peut-être des questions de riches et on se dit, en fait, on a produit de la connaissance, on se porte plutôt pas si mal. Globalement, les pays de l'OCDE, on a une amélioration de notre espérance de vie, c'est pas si mal ce qu'on fait. Il y a des inégalités, mais en fait, c'est peut-être pas catastrophique. Pourquoi on aurait vraiment besoin d'adresser toutes ces inégalités? Alors, c'est un peu provoque la façon de poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut essayer d'en espérer? Disons que là, on fait un constat, il y a des inégalités dans la participation à la recherche, du côté des participants, du côté des chercheurs. Disons que demain, ça, on l'éradique, il n'y a plus d'inégalités. Qu'est-ce que ça améliore? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez... Sûrement une médecine.
sûrement une médecine beaucoup plus personnalisée, étant donné qu'on va d'autant plus s'intéresser aux différentes sous-populations et en fait on va pouvoir voir si pour telle population ce traitement ou cette prise en charge va mieux fonctionner ou pour cette population ça le fait. On le voit dans plein d'études au niveau mondial où eux, contrairement à la France, ils peuvent faire plus de recherches sur des sous-populations. Et bien là on arrive à voir un intérêt par exemple avec tel marqueur sur telle ou telle population, que tel médicament fonctionne mieux ou telle prise en charge fonctionne mieux. Donc c'est ça que ça apporterait, je pense, in fine. Alors je me permets de faire l'avocat du diable. Merci d'avoir fait cette intervention parce que du coup, il y a des exemples et il y a des contre-exemples. Si on reprend le pays qui étudie le plus les inégalités et qui fait le plus de statistiques ethniques et qui rapporte le plus d'inégalités, c'est les États-Unis. C'est probablement le pays le plus inégalitaire au monde, on est tous d'accord pour dire ça, mais ça ne veut pas dire que nous, on n'en a pas. Et ils ont, alors moi, ma discipline en tant que médecin et chercheur, je m'occupe des maladies rénales. On essaie de prédire la fonction rénale des gens et de prédire le risque que les gens y finissent en dialyse ou pas. Et on mesure un marqueur dans le sang qu'on appelle la créatinine. Et la créatinine, c'est un truc qui est proportionnel en gros à la masse musculaire et à la fonction rénale. Et en pratique, si vous êtes un bodybuilder, vous avez un niveau qui est très élevé dans le sang, mais votre fonction rénale va bien. Si vous êtes cachectique, vous avez une toute petite valeur dans le sang, mais vous avez une fonction rénale qui peut être altérée. Eh bien, aux États-Unis, ils avaient regardé le risque de finir en dialyse avec ce marqueur-là dans le sang, et ils avaient fait ces statistiques ethniques, et ils avaient dit, les Afro-Américains, ils ont une valeur plus élevée dans le sang que les non-afro-américains. La déduction, c'est que les Afro-Américains sont des descendants d'esclaves et donc on a un passé esclavagiste. Ils ont été sélectionnés, on a une explication. Ils ont été sélectionnés, c'est les meilleurs des meilleurs, donc ils ont une masse musculaire plus élevée. Et parce qu'ils ont ça, en fait, ils n'ont pas une fonction rénale qui est altérée et donc il faut faire un facteur correctif. Et il y a eu pendant des décennies un facteur correctif ethnique qui a été appliqué sur une équation de prédiction du risque, qui a été développée aux États-Unis et qui a été exportée dans le monde entier. À l'heure actuelle, je pense que si vous allez dans un laboratoire de biologie, vous verrez, il y a un facteur de correction afro-américain qui est encore appliqué et qui est disponible aussi en France. Des décennies plus tard, c'est arrivé là dans les années 2020, depuis on sait qu'en fait ça c'était un biais absolument faux, et qu'en fait ça a défavorisé les populations afro-américaines, notamment pour ça, où on a donné une fausse estimation rassurante en leur disant ben non, vous êtes à moindre de risque, et en fait ils ont développé des complications pendant des décennies et pendant des décennies. Et donc en partant de postulats, en fait en se disant le cœur sur la main de dire on va regarder ce qui se passe. En fait, il y avait encore des biais de racisme qui a été incorporé dans la société américaine et qui a été repris par l'ensemble de la population mondiale sur le sujet sans le re-questionner. Et il a fallu 50 ans pour débunker en fait ces questions-là. Donc moi, je suis d'accord qu'il faut probablement le faire. Je suis assez d'accord. Mais à mon avis, il faut vraiment questionner énormément tous les biais qu'il y a derrière et de ne pas faire encore une fois de l'essentialisation et de dire parce que j'ai mesuré ce truc, c'est nécessairement ça qui va expliquer la différence que j'observe. C'est pour ça, ce serait le but de la recherche, justement, de se casser tous ces clichés qu'on peut avoir et en fait de tout reprendre à zéro, avoir un esprit critique et de nous laisser pouvoir faire de la recherche en partant de zéro et puis de pouvoir observer des choses, des facts qui seraient mesurables, identifiables, comme on fait de la vraie recherche clinique où on arrive à montrer quelque chose de pertinent, statistiquement significatif, et pas juste des théories comme ça qu'on a pondues il y a longtemps. Ouais, et comme on disait tout à l'heure, le niveau social, le niveau d'études et tous les paramètres sont tellement interloqués les uns entre les autres. En fait, c'est important aussi de tout mesurer et de tout prendre en compte dans les études pour ne pas se focus sur, par exemple, que l'ethnicité, mais prendre en compte bien tout le contexte socio-économique autour de ça et le prendre en compte quand on fait des analyses et quand on regarde les associations entre différents facteurs. Je me fais encore l'avocat du diable. Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis complètement d'accord avec tous ces propos. Mais si on prend, par exemple, deux facteurs socio-économiques à mon avis qui sont importants, l'origine ethnique et le niveau socio-économique.
On est tous d'accord pour dire que ça, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait dire demain, on va le mettre dans toutes les études et ça va nous permettre de générer des données pour pouvoir comparer, je sais pas moi, le risque d'avoir une hypertension artérielle, de mourir d'un AVC, d'avoir un diabète, en fonction de tout ça. Comment vous stratifiez l'origine ethnique d'un individu? À l'heure actuelle, aux États-Unis, ils sont passés de... Il y a 50 ans, ils faisaient la comparaison entre d'origine afro-américaine et le reste. À maintenant, il y a à peu près 12 sous-types où vous êtes moitié un peu hispano, moitié un peu asiatique, vous êtes blanc non caucasien, vous êtes afro-caribéen ou pas. On est dans une sous-segmentation d'une spécificité qui fait que en fait, vous allez vous retrouver avec des sous-groupes qui sont très faibles après. Et c'est pareil, alors sur l'ethnie, ça se représente comme ça, mais sur le niveau socio-économique, on a en France, nous, une catégorisation particulière qui est héritée de l'INSEE sur la catégorie socio-professionnelle. On compare facilement les agriculteurs, des enseignants, des cadres, etc. Mais les autres pays, en fait, ils utilisent le niveau de revenu ou ils utilisent le diplôme le plus élevé. Donc, en fait, on a plein de façons d'aborder tout ça qu'on ne fait pas de façon homogène. On a très peu d'études bien faites pour dire ce déterminant-là, il est vachement bien fait. Et en fait, on va se retrouver à collecter beaucoup d'informations sur les gens dont on ne saura en fait pas quoi faire. Je me fais l'avocat du diable encore une fois. Comment un épidémiologiste, comment il intègre ça alors? C'est compliqué. Oui, je ne sais pas s'il y a des modèles qui essayent... Je crois qu'il y a, je me rappelle avoir lu ça, des modèles qui essayent d'inclure justement tous les déterminants sociaux ensemble, de prendre vraiment la globalité, donc pas juste prendre à la fois le niveau d'études, mais aussi la catégorie socio-professionnelle, parce qu'on peut avoir un haut niveau d'études et après ne rien faire avec son niveau d'études et de rentrer dans une autre catégorie professionnelle. Mais ça implique que si on a fait des études, on s'y connaît peut-être plus en santé, on est peut-être plus enclin à participer, même si notre catégorie socio-professionnelle n'est pas élevée. Donc prendre en tous ces facteurs dans leur ensemble et essayer de faire un score, une pondération pour évaluer le niveau globalement. Mais c'est vrai qu'après, on rentre dans vraiment des spécificités et c'est encore une fois, du coup, dur de recruter et d'inclure des participants qui sont représentants de toutes les classes qu'on peut définir. Parce que quand on est chercheur, la première chose qu'on veut faire, c'est pouvoir répondre à sa question de recherche. Et si par exemple j'étudie la complication du diabète, j'ai besoin de connaître la réponse à ma question. Est-ce que, je ne sais pas, moi, le fait de prendre tel médicament ou tel autre médicament, ça va prévenir telle complication? En premier, ce que je veux faire, c'est répondre à cette question-là. Après, en deuxième, si je veux faire une étude en sous-groupe ou en sous-strate pour essayer de dire, en fait, en fonction du niveau de revenu, il va y avoir ci, ça, ça ou ça, ça peut être bien, mais c'est un objectif qui va être secondaire. Et donc, je ne vais pas mettre en péril ma recherche pour ce truc-là. Et en fait, nous, on a vécu une étude dans laquelle on a interrogé des femmes sur une condition de santé qu'elles avaient. Et à l'intérieur, un des sujets qui était intéressant, c'était leur niveau de revenu. Eh bien, le moment où les femmes arrêtaient de participer à la recherche, c'est quand on leur posait cette question-là. En fait, rentrer dans la recherche pour un autre sujet, un sujet de santé, sur notamment leur grossesse, etc., comment s'était passée leur grossesse, et on étudiait à terme comment tout allait bien. Et on leur demandait leur niveau de revenu. Elles ne voyaient pas le rapport avec le sujet. Elles se trouvaient que c'était très intrusif. On pouvait leur demander à quel terme elles avaient accouché, on peut leur demander si elles avaient d'autres maladies, etc. Le niveau de revenu, c'était un tabou, et elles ne comprenaient pas pourquoi on leur posait cette question-là. Elles déconnectaient du sujet, et elles trouvaient que c'était quelque chose qui était trop intrusif. Je pense que si je vous croise dans la rue et que je vous dis, c'est quoi votre origine ethnique? Vous allez me regarder et me dire, qu'est-ce qu'il me veut? Si je vous parle de votre hypertension artérielle et qu'après je vous dis j'ai besoin de connaître votre niveau de revenu, vous allez me dire quel rapport avec la choucroute? Et en fait, le problème avec probablement ces variables-là d'intérêt, c'est comment on arrive à faire adhérer les gens qu'on va leur demander des choses un peu intimes quand même. Merci beaucoup. Moi, c'est plus par rapport à votre dernier commentaire.
en fait, j'ai l'impression de revenir en fait sur la notion de culture, puisque le fait d'interroger sur le revenu et que ça peut choquer et du coup conduire à un retrait dans l'étude, ça reste très culturel, notamment sur du français, parce que je ne sais pas vous, mais moi, effectivement, si on me pose la question sur mon revenu, je risque de me braquer. Est-ce que, justement, c'est un biais, justement, le biais de la culture, justement, peut être surreprésenté en recherche, bien évidemment, non pas au-delà du genre et de l'origine ethnique, et bon, après, c'est assez lié aussi au niveau donc, socio-économique, mais je pense que la culture aussi joue profondément un rôle dans ces inégalités. Donc ça, c'était mon premier point. Et ensuite, je voulais aussi revenir sur l'utopie qu'on s'était dit que si on pouvait capter, donc s'il n'y avait plus d'inégalité en recherche, est-ce que, justement, si on vivait donc dans ce monde-là, on pourrait faire des vraies études, ça va être un pléonasme, mais de vraies vies réelles, hein, afin donc d'identifier derrière donc des véritables facteurs pronostiques de manière prospective et non pas de les identifier a posteriori, c'est-à-dire où on va avoir des outcomes ou des non-outcomes après donc l'observation, on va dire, après donc l'initiation de l'étude. Je ne sais pas si ça a été clair, j'ai un peu mélangé un peu tout. Mais Pas sûr de comprendre. Moi, je veux bien prendre la première et toi, tu prends la deuxième. Alors voilà, comme ça, chacun est gâté, c'est parfait. Et donc, la première, c'était La première, c'est au niveau donc la culture, le niveau Ah de oui, la culture. oui. Voilà. Alors, la définition de la culture, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je pense que ce qu'on peut mettre derrière la culture, c'est l'habitus culturel, donc de comment je vais me représenter X ou Y notion, versus la culture que je partage avec ma communauté. Je pense que là, la question, elle est plutôt sur l'habitus culturel. Typiquement, on sait qu'il y a des... Alors, c'est aussi un risque de biais énorme, ça, parce qu'il y a ce qu'on projette et ce qu'on répète de sa propre culture. Parce que il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment les États-Unis, qui font encore beaucoup de travaux sur ces sujets-là, mais on en a aussi en France sur justement les populations qui migrent, à quelle rapidité elles adoptent les habitus culturels du pays d'adoption. Il y a par exemple sur la représentation de la douleur, le fait de parler des symptômes, le fait de pouvoir consulter ou de pouvoir demander de l'aide, par exemple, tout ça, c'est des choses qui sont très fortement ancrées dans la culture qu'on peut avoir initialement. Mais il y a aussi des disparités, même au sein de pays comme la France. Il y a une disparité entre le nord et le sud sur le fait d'aller demander de l'aide, d'avoir un recours à un soin ou pas. Enfin, c'est très très différent d'un point de vue, je dirais même pas culturel entre continents, mais même au sein d'un pays. Donc oui, comment on peut le mesurer? Je ne sais absolument pas comment on mesure ce genre de truc. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment d'outils pour le mesurer. Il y a des sociologues qui font beaucoup d'enquêtes qualitatives, mais si on veut le déployer à un niveau de population, c'est extrêmement compliqué. Et comment on arrive à le prendre en compte, à mon avis, c'est extrêmement compliqué. Donc l'utopie du zéro inégalité, moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on aura toujours des inégalités. Il faut juste en être conscient et essayer de mettre un petit peu de modération dans nos propos quand on identifie des déterminants et qui, en fait, on ne mesure pas toute une grande partie des autres déterminants. Donc, je te laisse sur la question compliquée sur les outcomes de la vraie vie réelle, de vraie vie. Tu peux répéter la question. C'est vrai qu'elle était très longue. Donc moi, c'était dans le cas où il n'y avait plus d'inégalité donc sociale dans la recherche, donc non pas du point de vue chercheur, mais plutôt agent qu'on étudie. Est-ce que ça permettrait vraiment de pouvoir capter tout ce qui est captable dans la recherche, c'est-à-dire on ne va pas se focaliser sur une population précise avec des caractéristiques précises qui sont prédéfinies. Et ça va permettre donc derrière, est-ce que ça permettrait derrière plutôt donc d'identifier de manière prospective, c'est-à-dire dans le cadre de la recherche, tous les facteurs qui pourraient conduire à certains résultats ou non-résultats, et non plus derrière, par exemple, donc je parle de médicaments parce que je suis professionnel de santé, on n'observe pas par exemple des effets indésirables et ensuite on fait une recherche rétrospective pour identifier un facteur pronostique. Il faudrait savoir quel facteur mesurer. Ouais. C'est souvent le problème en recherche, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer. On ne mesure pas tout, on ne peut pas tout mesurer. Comme tu le disais précédemment, il y a des choses qui sont culturellement ou socialement non acceptables. Et oui, du coup, pour faire ce genre d'études, il faudrait pouvoir tout mesurer. Et ça, on ne peut pas. Donc je pense que même dans une hypothèse utopique, c'est pas réaliste. Ça reste dans le rêve alors. Oui, je pense. C'est
justement, comme dans les recherches, il y a souvent moins de femmes dans les participantes aussi. Mhm. On n'étudie pas de la même façon. Et par exemple, on s'est rendu compte que pour certains médicaments, pour les effets indésirables, Oui. on avait bien regardé les effets indésirables pour les hommes, mais pas pour les femmes, par exemple. Et Oui. on s'est rendu compte que ça avait des conséquences parfois très fâcheuses. Donc je trouve que la remarque est intéressante. Oui. C'est bien de vouloir une égalité parfaite, mais attention, ensuite, il faudra peut-être regarder aussi justement les différences possibles. Oui, ah oui. Bah, il faut Moi, je essayer ferais un peu la ouais. démarche inverse, quoi. Ouais. Ne pas oublier aussi d'aller dans l'autre sens. Il faut essayer d'inclure tout le monde et après, a posteriori, quand on a les différents facteurs, essayer de mesurer pour des sous-populations si on a réussi à les recruter, évidemment. Voilà, ça paraît un paramètre important. Ouais. Voilà. Ça peut être le bon moyen justement d'essayer de réfléchir à quels pourraient être les leviers justement pour essayer de diminuer ces inégalités. Donc je pense qu'on a déjà abordé le fait on va essayer de mettre des chercheurs, de recruter des chercheurs qui vont être beaucoup plus proches de leur population de recherche. Ok, très bien. Moi je pense que c'est une bonne idée. Je ne pense pas qu'on puisse se dire que ça soit un mal. En revanche, probablement, on n'arrivera pas à avoir une égalité du chercheur avec son sujet de recherche. Typiquement, si on doit aller travailler avec des gens qui n'ont pas n'ont pas de diplôme, on ne peut pas avoir des chercheurs qui n'ont pas de diplôme. Ça n'existe pas. Enfin, je crois pas que. Enfin, il peut y avoir des chercheurs autodidactes, mais ils n'ont probablement pas la méthode qui va être acceptée par les pairs. Donc, du coup, comment on fait pour essayer de lever des inégalités? Donc, Fabien a évoqué tout à l'heure, à juste titre, ce qu'on appelle la recherche décentralisée pour les inégalités, notamment géographiques, que on est moins des grands. Alors là, on est à Paris, donc à Paris, on fait beaucoup de recherches et on concentre une très grande partie de la recherche, notamment clinique, en France. Et quand on est à Mourmelon ou qu'on est ou pas dans des endroits aussi, qu'on est à Biarritz et qu'on a besoin de participer à une étude clinique, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a des mécaniques qui se créent, qui sont les études cliniques dites décentralisées. On essaie de sortir le plus possible des centres de recherche habituels et d'aller au plus proche de là où vivent les personnes, vivent les patients. Alors, c'est des choses, il y a des choses très futuristes, comme des drones qui vont aller livrer les médicaments chez les gens, mais sans aller sur des trucs aussi futuristes, on peut mettre en place plus de téléconsultations, de télésuivi, des outils pour avoir de la biologie qui ne soit pas à l'hôpital, mais qui soit prélevée chez les personnes, que le médicament il soit pas à l'hôpital, mais il soit chez les personnes, et qu'on ait des outils qui nous permettent de collecter comment les gens se sentent au quotidien avec de la collecte de symptômes à domicile. Ça, c'est vachement bien, c'est très futuriste. Je pense qu'on est tous... c'est un moment... Je ne sais pas si Fabien, tu veux en... Il y a le fait d'utiliser, par exemple, les déplacements qui se font habituellement par des infirmières auprès des malades. Pardon, merci. Il y a des réseaux d'infirmières qui se déplacent chez les malades et qui en profitent pour collecter des données sur des systèmes. Mais je citerai aussi un exemple à Necker que tu dois connaître, où le CIC de Necker fait une expérience de CIC volant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont une petite voiture électrique. Je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne connais pas, ils ont une petite voiture électrique qui est utilisée pour la HAD et dans lequel ils ont mis de l'équipement, tout un équipement nécessaire avec des petites centrifugeuses, des choses comme ça. Et ils se déplacent auprès des patients, notamment des patients qui ont un certain âge ou qui ont un handicap, pour aller... c'est le CIC qui se déplace vers le patient. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CIC, c'est le centre d'investigation clinique. Pardonnez-moi, un centre d'investigation clinique. À Paris, ce sont des centres qui sont communs aux hôpitaux de Paris, à PHP et à l'INSERM. Voilà. Allez-y, oui, bien sûr. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les maisons de santé pluridisciplinaires, avec des médecins généralistes qui montent en potentiel et qui deviennent professeurs d'université ou autres, pourraient aussi démultiplier la recherche, voire initier certaines recherches au plus près de leurs patients? Alors effectivement, et là on tombe sur le fameux biais culturel entre guillemets, c'est-à-dire la culture de la recherche, parce qu'il faut tous les médecins, oui, c'est ça. Mais
tous les médecins n'ont pas la culture de la recherche, comme on le sait, et même des très bons médecins. On peut avoir des gens qui sont de très bons médecins, mais qui n'ont pas du tout l'esprit à faire de la recherche, qui a un esprit finalement assez aventureux, quelque part. Hein. Ça reste une aventure, la recherche, ça reste une prise de risque. Et donc, comme à chaque fois, il y a la notion, effectivement, de formation, c'est-à-dire que de plus en plus tôt, hein, ça c'est un remède, de plus en plus tôt dans les études de médecine, on sensibilise les médecins à faire de la recherche, même si plus tard ils sont destinés à être médecins de ville, médecins dans les campagnes. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut poursuivre, hein, parce qu'on voit que ça commence à avoir un certain succès, hein, quand on voit les jeunes médecins aujourd'hui. Donc moi je travaille beaucoup sur les solutions numériques de recueil de données de la recherche, et on voit que de plus en plus les jeunes médecins, les thésards, ils arrivent, ils savent ce que c'est que l'intelligence artificielle et son utilisation dans la recherche. Voilà, donc ça a porté ses fruits quand même, toutes ces méthodes de cultiver les médecins à la recherche. Et effectivement, une fois que ça s'est fait, dans les contrées les plus reculées, on peut avoir des gens qui ont ce réflexe de faire de la recherche, même dans des réseaux de médecins ruraux, effectivement, oui, tout à fait. Les maisons de santé pluridisciplinaires, elles ont quand même plusieurs disciplines. Ça se développe. Il y a des infirmières, Oui. donc on peut avoir des ressources quand même. Il y a en fait, votre question elle est tout à fait pertinente parce que ça se développe. Donc ce qu'on appelle la médecine de premier recours, elle s'est structurée ces dernières années, et notamment parce qu'il y a eu une évolution. Et là, pour le coup, il y a une sociologie de la médecine libérale qui a énormément changé. Il y a 20 ans, les médecins étaient dans des cabinets isolés, séparés les uns des autres. Il y a eu une évolution sociologique qui a fait que les nouvelles générations sont arrivées en disant non, c'est terminé, on a été formés à l'hôpital, on veut faire un mini-hôpital, et c'est pour ça qu'on a les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont créées. Ils ont dit on va être avec tous les professionnels tous ensemble, on va essayer de partager ensemble les coûts, et puis surtout de ne pas être tout seul. Et donc en fait ils créent des mini-structures un peu partout, et petit à petit ils se fédèrent et ils commencent à travailler tous ensemble. Alors on a aussi les CPTS, hein, donc les communautés locales de territoire, pour aller travailler sur des thématiques. On était encore hier sur une autre thématique, notamment travailler sur la ménopause, et en fait où vous allez avoir tous les professionnels, que ce soit les médecins mais aussi les pharmaciens d'officine, qui commencent à se structurer énormément pour participer à la recherche et aller au plus près des individus pour aller les faire participer. Alors on ne pourra pas avoir, je pense, il faut quand même garder en tête, on ne pourra probablement pas faire toutes les mêmes recherches au même endroit. Demain, vous avez besoin d'avoir une recherche sur la nouvelle valve cardiaque à mettre, etc. Machin. Il y aura quand même besoin d'un plateau technique très particulier qui sera à l'hôpital, dans les gros hôpitaux. En revanche, il y a peut-être des études qui peuvent être faites au plus près des individus, en ruralité, dans les MSP, pourquoi pas en pharmacie d'officine, et pourquoi pas complètement décentralisé. Et ça peut être des pistes, à mon avis, pour essayer de limiter ces biais-là. Et alors après, il y a des recherches aussi. Bon, c'est vrai que la recherche, quand on parle de recherche prospective, hein, c'est-à-dire qu'on a un protocole de recherche bien défini, avec des critères stricts, un suivi de patients particulier, c'est vrai que c'est un effort pour le médecin. Et c'est vrai que là, se développe de plus en plus un nouveau type de recherche qui est en fait la réutilisation pour la recherche des données de soins usuels, c'est-à-dire que de plus en plus, même dans un petit village, le médecin va avoir un dossier patient informatisé, et évidemment, moyennant le consentement dès le départ, parce qu'il faut être clair, ça c'est très important, il faut être clair dès le départ avec les patients, que leurs données sont susceptibles d'être réutilisées à des fins de la recherche. Et ça, ce type de recherche-là, finalement, ne demande pas d'efforts supplémentaires aux patients, aux chercheurs. Et ça, c'est aussi, je pense que ces nouvelles typologies de recherche, cette nouvelle manière de faire de la recherche, va conduire aussi à supprimer toutes ces inégalités. Enfin, une partie. Tu
Tu voulais réagir ? Oui, non, en France, on est un peu en retard là-dessus, mais il y a des pays, au Danemark, il me semble, ils ont une base de données nationale et ils recueillent vraiment toutes les données médicales en systématique et les chercheurs ont accès à cette base de données. Ils font beaucoup d'études avec du coup beaucoup de participants puisqu'ils peuvent utiliser ces données nationales, ce qu'on n'a pas vraiment en France, mais en même temps en France, on est beaucoup plus nombreux aussi. Oui. Le système national des données de santé. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Le système national des données de santé ouvre ses portes, entre guillemets. Alors, après, il y a tout un débat, parce qu'il faut quand même que tout ça reste très sécurisé. Et puis voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les données sur tout le monde. Donc peut-être que le système danois est peut-être un petit peu trop intrusif, un petit peu trop exagéré. Donc, c'est toujours le juste milieu à trouver. Mais en France, de plus en plus de données se font en utilisant les données du SNDS seules ou croisées avec d'autres bases de données, puisque voilà, on va pas parler des données comme ça tout le temps, mais l'avenir aussi de la recherche est de croiser de plus en plus les différentes sources de données. Ça aussi, ça contribue, je pense, à diminuer les inégalités. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on ne se préoccupait pas forcément des données de l'environnement, et de plus en plus, les données purement médicales vont être croisées avec des données de l'environnement, des données, des données... Voilà. Donc, ces croisements entre différentes sources de données sont aussi, à mon avis, de nature à avoir une meilleure représentativité dans les résultats de la recherche. Mais si on repart sur les inégalités territoriales ou les inégalités sociales aussi, à partir même de l'adresse des participants, on peut retrouver le numéro IRIS. Il y a des techniques pour imputer un niveau social à la personne à partir de son adresse. Donc, ce n'est pas hyper précis, mais globalement, comme les populations qui se ressemblent socialement habitent aux mêmes endroits, il y a des techniques aussi à ce point de vue-là pour retrouver un peu et imputer le niveau social des participants à partir de leur adresse, par exemple. Et si on reste sur la partie numérique, on a pas mal parlé aussi dans les inégalités. On a un peu abordé à un moment donné les inégalités un peu liées à la langue, liées à la compréhension, liées à la littératie. En fait, ce que font maintenant, ce qu'on peut aussi faire avec les outils numériques dans la recherche, alors c'est difficile parfois à faire accepter par des promoteurs ou par des autorités, mais on peut avoir des outils d'interaction avec les individus qui s'adaptent à leur langue et à leur niveau de littératie. On peut réfléchir notamment, par exemple, à des chatbots, à des robots qui vont interagir avec les individus pour essayer de leur faire comprendre, prendre leur temps, parce qu'en fait, un des sujets pour participer à la recherche, c'est que les investigateurs aient le temps de passer suffisamment de temps avec les individus pour leur faire comprendre les enjeux, répondre à toutes leurs questions. Et en fait, l'intelligence artificielle, notamment générative à l'heure actuelle, peut permettre d'adresser ces questions dans la langue de leur choix, avec le niveau de langue qui soit adapté à chacun d'entre eux et aussi longtemps qu'il le veut, à n'importe quelle heure. Ce qui est, à mon avis, un des leviers majeurs pour essayer d'améliorer la participation et l'adhésion à des études, parce que si vous vous retrouvez avec un outil qui vous permet de poser sans aucun tabou, parce que si vous parlez à un robot, globalement, vous avez moins cette pression sociale, ce biais de désirabilité qui va faire je ne vais pas poser telle ou telle question. Je sais qu'il y a des études, par exemple, sur les infections sexuellement transmissibles chez les migrants. C'est très compliqué à aborder parce qu'ils sont déjà dans une situation de précarité. Ils vont se retrouver face à eux, à une personne qui est en situation socio-économique beaucoup plus favorable et qui devrait leur poser des questions sur leurs pratiques et sur les risques qui sont associés, etc. Et donc avec le risque de se faire juger. Et donc le fait d'avoir des outils numériques qui vont permettre de collecter ce type d'informations et d'être beaucoup plus en adéquation, en tout cas sans avoir ce biais-là, probablement ça peut améliorer les choses. C'est qu'il y a la 5G partout. Ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans les sous-sols de l'hôpital. Est-ce que vous voyez d'autres leviers pour essayer de limiter, parce qu'on avait abordé, donc tous ces risques, ces déterminants qui sont un risque de biais dans la recherche. On avait parlé de l'âge, on avait parlé du genre, on avait parlé du niveau socio-économique, du niveau d'éducation, de l'origine ethnique, du lieu, de la localisation.
on a vu que donc, les outils numériques peuvent permettre d'adresser une grande partie de ces sujets-là, ce qui est probablement vrai. Je pense qu'il y a une construction sociale aussi des chercheurs, qu'il faut bien, à mon avis, avoir en tête. Je pense que la recherche gagne, à mon avis, à s'interroger elle-même et de se dire est-ce que je ne reproduis pas moi-même des biais de la société. Madame, vous voulez intervenir? Encore une fois, peut-être toujours dans cette optique de démocratisation de la recherche. Merci. Il y a de plus en plus de recherche participative maintenant. Je ne sais pas si vous vouliez y arriver ou pas. Mais alors, je ne sais pas si ça s'applique très bien à l'épidémiologie et à ce type de grande base de données. Donc, je serais ravie de vous entendre. Mais moi, je fais plus de recherche qualitative. Et là, c'est très clair. Vous disiez, on ne peut pas être chercheur si on n'a pas de diplôme. C'est vrai, mais on peut être co-chercheur. Exactement. On peut être co-chercheur, patient ou personne concernée par un problème. Et donc, peut-être que c'est aussi une voie pour tout le protocole, en réalité, du début à la fin, y compris les analyses de données, etc., d'avoir cette perspective des personnes concernées sur la recherche. Merci pour cette question. Alors, je précise pour tous les autres qu'on ne se connaît pas avec Madame et qu'on n'a pas répété du tout ça, mais il y a une recherche qui est notamment à la PHP, à laquelle nous on participe beaucoup, qui est la cohorte Compare, la communauté des patients pour la recherche, et qui est un principe de fonctionnement fondamentalement collaboratif, où il y a des chercheurs, et l'idée c'est de ne faire que des études dans lesquelles il y a... Moi, je m'occupe de 2 sous-cohortes à l'intérieur qui sont des chercheurs d'un côté, donc il y a un groupe de chercheurs, et des représentants des patients. Et typiquement, on travaille dans tous ces groupes. On fait des études qualitatives en ligne, pas avec en face to face, mais on fait quantitatives ou qualitatives. Et les sujets qui émergent, il y a une pathologie sur laquelle je travaille depuis 15 ans. J'ai beau travailler avec les associations de patients depuis très longtemps, etc., et les impliquer dans tous les projets de recherche. Là, cette fois, on fait des projets dans lesquels on dit, très bien, quels sont vos sujets? Et en fait, c'est une pathologie qui touche 80-90% de femmes. Et vous voyez, le biais, c'est un homme qui travaille sur le sujet. Et là, on s'est mis, donc on est 2 chercheurs, hommes, et elles sont 4 représentants de patients, femmes. Le premier sujet qui est sorti, c'est... Docteur, personne n'a jamais étudié l'association de nos symptômes, le contrôle de la maladie avec les cycles menstruels. Évidemment, parce qu'un homme ne se pose jamais cette question-là, vous imaginez. Et en fait, on a fait cette étude-là, et donc on mène des études qui n'ont jamais été menées ailleurs quand on fait ce genre de choses. Moi, je suis convaincu de l'importance de la recherche participative, mais même en étant convaincu, parfois, on a des surprises à se dire, je me surprends moi-même d'avoir besoin de faire ce genre de choses. Alors, ce n'est pas exactement sur la recherche participative, mais toujours sur le fait que les patients soient davantage au courant de la recherche. Il y a beaucoup d'initiatives aussi de portails patients, comme on dit, qui sont développées par les grands centres de recherche pour que les patients soient de plus en plus au courant de la recherche qui se fait sur la maladie. Et ça, c'est aussi effectivement une piste qui est fondamentale pour l'égalité de l'accès à la recherche, c'est qu'on multiplie les canaux d'information des patients, tout simplement. Donc ces portails, qui servent également à retirer un consentement quand on est dans une recherche, sont des choses qui se développent énormément en ce moment dans les grands centres de recherche aussi. Oui, tout à fait. Les retours aux participants sont importants pour motiver à la participation, notamment. Ouais. Et je pense que les participants sont très intéressés par avoir des retours sur les résultats, ce que je pense n'a pas été beaucoup fait avant. Quand on fait une étude, on publie dans des articles scientifiques, dans des grands journaux qui sont inaccessibles aux participants. Et c'est vrai que le retour vers eux est important. Dans un langage en plus qui n'est pas du tout compréhensible par la population. Donc c'est de faire aussi ce travail du côté chercheur, effectivement, de vulgariser, de revenir vers les participants et de bien leur donner un retour en disant vous avez participé à quelque chose. Et ça, c'est probablement un sujet sur lequel il faut travailler, de rendre obligatoire la communication des résultats de toutes les études. Alors justement, je citerai un projet là, que je commence à suivre, que je vous invite à suivre aussi. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'espace européen des données de santé. Il y a tout un volet recherche, évidemment. Et il y a des initiatives intéressantes comme celle qui s'appelle XShare, sur laquelle je vous invite à jeter un œil précis. L'idée,
là encore, c'est vraiment la démocratisation de l'accès aux données et de recherche et de soins. C'est d'avoir un petit bouton sur son téléphone qu'on appelle le bouton jaune, le yellow button. Et grâce à ce bouton, on peut récupérer ces données de recherche quand on participe à une recherche. On peut envoyer des données de santé de manière sécurisée à des cohortes. Voilà, donc ça, ce sont des initiatives qui sont intéressantes en termes de démocratisation de l'accès aux données, et qui est, je crois, une obligation du RGPD. C'est-à-dire qu'on doit, là je voudrais une vérification, mais il me semble que le RGPD stipule que un patient doit avoir accès à ces données de recherche, me semble-t-il. Alors, il y a, alors, le RGPD, comme toujours, a beaucoup clarifié tout un tas de situations, mais en fait, on rentre dans une partie un peu légale, mais le concept principal du RGPD, c'est que tout individu doit avoir un accès il a droit à une modification et un droit à un effacement de ses données. Ça, c'est vrai, sauf certaines situations. Et je pense que vous l'avez tous vécu, notamment, il y a eu pendant, par exemple, la Covid-19, on a demandé l'avis à personne, en plein RGPD, les données des résultats de vos tests, Covid, machin, etc. Il y a un intérêt supérieur de santé publique. Et lorsqu'il y a un intérêt supérieur de santé publique, vous pouvez avoir un accès pour savoir quelles sont les données qui sont stockées, mais à aucun moment, vous pouvez ni les modifier, ni les faire effacer. Et il y a plein d'études dont... notamment les études épidémiologiques qui portent sur des intérêts de santé publique, le plus souvent, où en fait, les participants peuvent avoir un droit d'accès, mais pas forcément les droits de modification et d'effacement qu'il y a derrière. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais ça pose après la question de à qui appartient la donnée. Est-ce qu'elle appartient aux individus? Est-ce qu'elle appartient à l'État qui a payé pour produire cette donnée? Est-ce qu'elle appartient au promoteur qui a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour générer cette donnée, la structurer, la sécuriser, etc. C'est des débats sans fin, éthiques, philosophiques et légaux, mais la donnée, elle appartient aux patients. Ça n'a pas été. De plus en plus, on va quand même, me semble-t-il, dans une situation où on considère que la donnée appartient aux patients. Et voilà, et donc se multiplient des initiatives de ce que j'appelle de démocratie en santé, comme ça. Ah oui, mais tout l'intérêt, c'est qu'ils puissent interférer avec leurs données. Ça, c'est absolument indispensable. Et tu parlais tout à l'heure des relations qu'on a. Tu parlais de représentants de patients. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est que les représentants des patients sont de plus en plus impliqués dans les décisions des grands centres de recherche et sont de plus en plus consultés aux hôpitaux de Paris. On a plusieurs représentants des patients et ça aussi c'est important. Alors là, pareil, oui, complètement d'accord, mais pour travailler avec de très nombreuses associations de patients, et ils le disent eux-mêmes, pareil, on reproduit aussi des inégalités parce que nécessairement les gens qui constituent des associations de patients, qui s'investissent et qui montent en compétences, en fait, moi par exemple je m'occupe dans la maladie rénale chronique, c'est des gens qui ont en moyenne 75 ans, qui ont un niveau socio-économique extrêmement faible et c'est beaucoup de primo-arrivants. C'est beaucoup ça en France. Les associations de patients, ce sont essentiellement soit des hommes, principalement des hommes, soit des femmes, plus jeunes que ça, avec des niveaux socio-économiques extrêmement élevés et qui sont tous sauf des primo-arrivants. Donc en fait, ils ne sont pas tout le temps... En fait, ce sont des associations de patients qui sont là pour représenter les intérêts des patients, qui ont à cœur de représenter aussi les populations dont ils ne sont pas nécessairement représentatifs. Mais il y a aussi un biais. Mais c'est absolument indispensable d'avoir... Mais par exemple, dans Compare, l'association de la cohorte dont je parlais, il y a les deux. Il y a à la fois des associations de patients et des patients non affiliés à des associations de patients. C'est hyper important d'avoir... C'est presque la société civile qui vient et qui s'invite à participer à tout ça. Alors je vois des grands gestes à la fin. Je pense qu'on touche... Ah oui, on a touché largement. Ça va être l'heure d'aller au cocktail. On a le cocktail qui nous attend. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite synthèse de tout ça. Parce qu'en fait, on a travaillé quand même pas mal en commun, là, tous. On va essayer de produire une sorte, alors, sans grande ambition, mais une espèce de... Alors, on ne va pas appeler ça un livre, mais un cahier blanc ou quelque chose, pour dire on fait quelques constats. On pourrait essayer de faire quelques constats et de dire, à partir de ces constats-là, comment on essaye de façon collaborative d'améliorer un peu cette situation-là.
Et donc, je pense que vous êtes tous inscrits ce soir. Donc, si vous êtes d'accord, on pourra le faire tourner entre tous et essayer de faire avancer, en fait, à notre niveau, les choses et de dire, on pourrait le diffuser et après dire, on part de quelque chose et de se dire comment on essaye d'identifier ces inégalités, de comment on essaye de les diminuer et comment on essaie de les étudier. Et que c'est déjà en parlant probablement qu'on va essayer d'améliorer la situation. Donc si vous êtes d'accord avec tout ça, je pense que c'est que le début et qu'on sera ravis d'échanger de façon digitale, principalement, ensemble très prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Et donc on peut continuer pendant le cocktail.